bonjour à toutes et à tous. Je suis émue d'accueillir Corinne Pelluchon. On te connaît depuis longtemps, on lit tes ouvrages aussi depuis longtemps et on chemine de manière assez proche et on est heureux de te retrouver aujourd'hui et aussi honoré parce que nous connaissons ton emploi du temps et tes investissements que je vais rapidement résumer en te présentant. Tu es philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel et tu es l'une des voix les plus importantes dans la défense de la cause animale et environnementale. Tu incarnes le renouveau de l'humanisme contemporain. En Allemagne, ton œuvre a été récompensée en 2020 par le prix de la pensée critique Günther Anders et en 2025 par le prix Léopold Lucas. Tu as écrit une vingtaine d'ouvrages et tu es spécialiste de philosophie morale et politique et d'éthique appliquée, médicale, animale et environnementale. Je n'en dis pas davantage. Voilà, merci beaucoup Corinne. Partir en mer pour un existentialisme écologique. Merci beaucoup pour cette invitation qui me fait très plaisir. Alors, je vais vous présenter donc ce livre L'être et la mer pour un existentialisme écologique qui est paru en septembre. Puis je ferai peut-être quelques incursions dans le dernier. Je sais que c'est trop rapproché de publier comme ça, mais je crois que je ne le ferai plus. La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin. Alors donc j'ai six remarques un peu, c'est un plan coulant, ce qui se comprend quand on parle de la mer et du fluide. La première remarque que je vais faire, c'est rappeler, si vous me permettez, ce qu'est l'existentialisme et pourquoi je m'inscris dans ce courant. J'étais un peu tombée en désuétude et puis pourquoi je lui fais subir quelques changements. Alors d'abord, permettez-moi de rappeler ce qu'est l'existentialisme qui recouvre des penseurs, des philosophes assez différents comme Heidegger, Kierkegaard au XIXe siècle en Danemark, mais également Sartre, Beauvoir, auquel le nom d'existentialisme est attaché. Et l'existentialisme est un terme que Gabriel Marcel a lancé et au départ Beauvoir n'en voulait pas, mais c'est comme ça l'histoire, il est devenu une étiquette qu'ils ont acceptée et c'est un courant d'idées qui, malgré cette diversité d'auteurs, se caractérise par 4 idées centrales, 4 paires de concepts qu'on retrouve toujours et qui m'intéresse, et je dirais pourquoi par rapport à la situation politique et écologique aujourd'hui. Le premier couple de concepts importants, c'est l'idée de la contingence humaine, la prise au sérieux du fait que nous ne sommes pas mis tout seuls au monde, qu'il n'y a pas de nécessité à notre existence, que nous ne sommes pas le fondement de notre existence, et que notre existence a priori n'a peut-être pas de sens, mais que par nos choix, eh bien, on peut en conférer un sens, ce qui veut dire que le premier couple de notions, c'est la contingence et la liberté, qui va être la notion phare de l'existentialisme. Le deuxième couple, c'est cette idée justement d'une prise au sérieux de la déréliction radicale de l'humain qui ne s'est pas mis au monde tout seul et qui finira sa vie et qui parfois arrive dans un monde où il se sent étranger, mais loin de donner lieu à un sentiment qui éteindrait sa responsabilité, au contraire, ça la rehausse. Donc l'idée d'une responsabilité, je suis seul et sans excuse, lancé Sartre dans l'existentialisme est un humaniste, ça veut dire que je vais conférer un sens à mon existence sans avoir dans le ciel des idées, des repères absolus pour me conduire, mais une fois que j'ai fait des choix, j'en suis responsable devant même l'humanité, devant les autres, ce qui est assez quand même impressionnant. Troisième couple de notions, eh bien le sentiment d'absurde, je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, c'est vrai que l'humain, dans son ambivalence, que prend vraiment au sérieux l'existentialisme, et vous verrez pourquoi ça m'intéresse autant, dans cette indétermination du sens qui nous caractérise, eh bien
on pourrait penser que ça conduit à une pensée du désespoir, de la désespérance. Eh bien, en fait, ce sentiment d'absurde va conduire à un certain engagement, sans effacer ni l'indétermination du sens, ni peut-être la souffrance attachée à cette prise de conscience, notre déréliction, mais en tout cas, la notion d'engagement est fondamentale. Enfin, la conscience de sa mortalité est vraiment une notion qui sera développée par Kierkegaard dans un texte magnifique, où il répète sans arrêt « tout est fini, rappelle-toi que c'est pas l'humanité en général qui meurt, mais c'est toi qui un jour n'existera plus ». Et la conscience de ça, la possibilité de son existence, la conscience de sa mortalité, intégrée, incorporée, pourrait être, pensent les premiers existentialistes, la clé pour sortir d'une sorte d'aliénation et pourrait permettre une vie plus authentique, mais on le verra, c'est peut-être la conscience de sa mortalité, le sentiment de nullité que cette conscience peut intensifier, ça peut être le problème avant d'être la solution. Alors, donc vous voyez, ces 4 couples de notions, ils soulignent un certain climat de la pensée qui prend au sérieux notre ambivalence et l'incertitude. Et ce qui m'a semblé intéressant dans l'existentialisme et m'a poussé à le réactualiser, c'est justement non seulement cette idée de l'indétermination du sens, et qui est également fondamentale en politique. Je sais qu'il y a des lecteurs de Castoriadis, et on sait à quel point Castoriadis insiste sur le courage et la lucidité et l'acceptation de la détermination du sens, puisque la démocratie sera la réponse, le régime politique d'une liberté où justement j'institue a posteriori le bien commun et au lieu de m'accrocher à des principes a priori, et tout ça se sens dans une certaine révisabilité, voire fragilité. Mais du coup, cette incertitude, elle est aujourd'hui notre quotidien, à la fois individuel en raison de la réversibilité, des conditions, de tout un tas de bouleversements sociaux, familiaux qui font peser sur chacun d'entre nous un certain stress, puisque les positions ne sont pas stables, pour le meilleur, mais aussi parfois, pas pour le pire, mais enfin avec une difficulté d'existence, mais aussi au niveau collectif, géopolitique et écologique. Il est clair que bien malin celui qui peut savoir ce qui se passera demain au niveau géopolitique, et également il y a certes des choses qu'on peut prévoir, des catastrophes, on peut savoir déjà que ces catastrophes ou l'effondrement a déjà lieu, qu'il y a des pertes, mais il est difficile de prévoir à l'avance tout, et c'est pourquoi cette philosophie du courage, la liberté, mais adossée à l'acceptation de la détermination du sens et de l'incertitude est fondamentale. Mais surtout, ce qui m'a semblé intéressant pour l'écologie en particulier, c'est la prise au sérieux de l'ambivalence, c'est-à-dire du caractère sublime de l'humain qui peut se transcender, qui peut dépasser ses déterminismes, qui peut se renouveler, se créer. Et Sartre en fait des tonnes là-dessus, sur cette capacité à se transcender, voire à se néantiser en refusant les déterminismes absolus, mais il y a aussi une destructivité. C'est-à-dire que moi, la question centrale pour moi aujourd'hui, sur l'écologie, aujourd'hui, mais il y a déjà aussi depuis 2018, quand j'avais travaillé sur l'éthique de la considération, eh bien, la question, le défi majeur, en particulier concernant l'écologie et la cause animale, mais je l'ajouterai aussi concernant la démocratie, qui sont les 3 grands thèmes qui forment le contexte de mon interrogation, c'est le décalage entre la théorie et la pratique. Plus précisément, c'est le fait que nous travaillons très souvent contre nos propres intérêts, que nous savons qu'il y a un réchauffement climatique, une érosion de la biodiversité et un effondrement déjà en cours, et qu'il y a des conséquences à la fois sanitaires, environnementales, sociales, politiques et géopolitiques, que vous connaissez mieux que d'autres, de cet effondrement. Et en même temps, peu de personnes modifient radicalement leur style de vie, habitudes de consommation alimentaire,
loisirs énergivores, etc. Quant à l'économie et aux politiques publiques, elles n'ont pas fait de l'écologie le cœur de la réorientation des modes de production et de l'écologie. Évidemment, sur la question animale, qui peut ignorer les souffrances ultimes infligées aux animaux chaque jour, partout dans le monde, pour des plaisirs substituables, la viande, mais aussi la mode, etc. Et le coût environnemental en eau, etc., de cette production industrielle. Bon, et bien là c'est pareil, il y a un décalage. Quant à la démocratie, eh bien ce n'est pas un ensemble seulement d'institutions, ça suppose un désir de vivre ensemble. Hannah Arendt a beaucoup travaillé sur ce qui soutient la démocratie, sur toutes les dispositions qu'elle exige à la fois pour faire fonctionner les institutions, mais également pour que on ait en vue le monde commun, pour que ce ne soit pas des politiques borgnes, et puis pour que les citoyens aient une énergie aussi leur permettant d'être les acteurs des changements à venir. Eh bien, tout ça, cet écart entre la théorie et la pratique, il me semble que les grands auteurs, français, étrangers, contemporains, plus anciens, qui ont insisté sur la connectivité, sur ce qui nous relie aux autres vivants, et qui, justement, donne toutes ces lettres de noblesse aux humanités environnementales, à ces réflexions sur notre habitation de la Terre et notre cohabitation avec les autres vivants, justement sur l'écologie comme une autre manière de vivre avec les autres vivants et impliquant un décentrement du regard, une sortie d'un anthropocentrisme qui ne ferait de la nature qu'un décor de l'histoire et des autres vivants que de simples ressources ou des moyens pour nos fins. Tout ce travail-là est magnifique, mais on bute quand même sur justement le comment. Comment on va vers ce que nous appelons nos voeux, que ce soit, comme moi, les lumières écologiques, ou que ce soit d'autres, en tout cas des changements structurels et individuels, à la fois collectifs et individuels, à la fois dans les styles de vie et dans les modes de production et les structures socio-économiques. Bon, on bute, et il me semble que la prise au sérieux de notre ambivalence et les ressorts inconscients aussi des obstacles à la transition écologique ou aux réorientations des modes de production et aux transformations radicales que nous devons faire, c'est quelque chose d'important. Et l'existentialisme, en raison de cette prise au sérieux de la spécificité de l'humain, qui est beaucoup plus ambivalent que les autres vivants et qui surtout a besoin, pour se sentir exister, sortir de soi, de participer à quelque chose de plus grand que lui-même, de se sentir reconnu, de ne pas être dans l'anonymat, eh bien, prend au sérieux la spécificité de l'humain, son historicité, mais également ce sentiment d'étrangeté au monde. On l'a également chez Camus, même si Camus n'aurait peut-être pas voulu être rangé du côté des existentialistes, mais quand même. Bon, eh bien, et ça, c'est-à-dire que bien sûr, et là c'est une deuxième remarque, l'existentialisme qui n'est pas né de rien, qui vient de la phénoménologie, qui se trouve être une des traditions les plus importantes pour moi, c'est-à-dire d'une description de l'existant, et moi j'ai voulu le faire dans sa corporéité, comme être qui mange, qui respire, qui habite quelque part et qui se faisant n'est pas seulement liberté et pensée dans sa réceptivité, dans le caractère relationnel de son existence, puisque quand je mange, j'ai toujours un impact sur les autres humains et autres qu'humains, et par mes modes de vie, en particulier par les technologies, j'ai même un impact sur des êtres dont je ne vois pas le visage ou qui ne sont pas encore nés, ce qui rend ma responsabilité hyperbolique, voire ce que dit Günther Anders. Bon, tout ça, justement, pour prendre au sérieux la spécificité de l'humain, bien sûr, la corporéité, la réflexion sur la condition terrestre, qui a été vraiment célébrée par beaucoup d'auteurs avec des ressources différentes. Moi, je l'ai fait avec la phénoménologie, en articulant l'écologie à une philosophie de l'existence, où l'existant est pensé dans sa corporéité et dans sa matérialité. D'autres l'ont fait autrement, mais le décentrement du regard n'a pas été suffisant. On n'a pas réussi à insuffler une énergie suffisante pour créer un mouvement
qui est une vertu, comme dirait Durkheim, dynamogénique. Et vous êtes d'accord que ce qui a de l'énergie en ce moment, c'est plutôt les pensées réactionnaires. Et surtout, il faut à la fois penser ce qui nous relie aux autres vivants, mais ce qui fait de nous des êtres contradictoires, voire ambivalents, qui fait que nous sommes un abîme pour nous-mêmes. Et donc là, l'existentialisme que je vais promouvoir, que j'appelle écologique, n'est pas la simple application de l'existentialisme courant donc du XXe siècle, du XIXe siècle, à la situation écologique actuelle. Ce n'est pas un simple coexistentialisme, lié à donc une réflexion sur notre habitation de la Terre et notre condition écologique, est fondée sur une ontologie liquide, une ontologie marine, dont les deux principes majeurs sont justement cet océan mondial, et donc qui est reconnu par les océanographes, quand bien même on aurait appelé de manière commode et récente les 5 océans, mais cet océan mondial et les continents sont comme des terres émergées, sont comme des îles. Et donc notre Terre vue comme une surface fragile et submersible, et comme un fluide lent. Donc j'invite à penser notre condition insulaire, au lieu de voir notre condition terrestre, et donc l'unicité de l'océan, sa pression sur les terres. Ma question, c'est qu'est-ce que ça change, cette perspective océanique, dans la compréhension de l'humain, dans la compréhension de la condition humaine, dans sa complexité. Et je vous dirai dans un instant pourquoi ce ne sont pas les philosophes, mais plutôt les littéraires, Virginia Woolf, mais aussi Victor Hugo, qui parle de l'océan comme un abîme, et toi, l'humain comme un abîme. Et pourquoi ça a été si important, cette réflexion justement sur l'océan, qui est lui-même pensé dans son ambivalence, à la fois comme une force de vie et comme c'est même pas un écosystème en fait, plus que ça, mais en tout cas qui dans ses fonctions écosystémiques soutient notre existence. Et c'est pas à vous que j'apprendrai à quel point l'océan absorbe le CO2 et régule l'atmosphère, et à quel point son réchauffement, son acidification font peser des dangers majeurs sur notre existence. Mais aussi, ce qui m'a surtout intéressée, c'est l'ambivalence elle-même du monde marin, l'élément aquatique, l'eau et la mer. Nous en vivons, mais nous ne pouvons pas en vivre. Nous ne pouvons pas nous y installer, du moins sans équipement. C'est à la fois la vie, ce qui nous ressource, ce qui, lorsqu'on se baigne, nous rappelle peut-être de manière archaïque le liquide amniotique dans lequel nous avons baigné, et une origine un peu aquatique peut-être que nous avons. Et puis en même temps, dès qu'on quitte le rivage, on a peur, parce qu'on peut être noyé, on peut être submergé. L'eau est à la fois ce qui peut peut tout prendre, comme dans le barrage contre-pacifique de Duras. Donc il y a cette ambivalence, la vie, la baptême, la renaissance, comme chez Camus, souvent c'est associé à la renaissance, mais également la mort, la mémoire, l'immémorial, l'inconscient, chez Virginia Woolf, dont il sera beaucoup question, l'invasion de l'inconscient. Bref, à chaque fois, on pulvérise les frontières entre le passé, le présent, le futur, et dans la mer, nos déchets terrestres arrivent dans la mer, il n'y a pas de mur, de frontières. Donc c'est vraiment penser l'élément marin, penser même la fluidité, l'existence, penser l'océan, c'est un défi pour notre pensée, laquelle, surtout en philosophie, a tendance à solidifier le réel, à poser des catégories qui, comme leur nom l'indique, c'est un terme juridique qui encadre, délimite les choses, comme s'il y avait des frontières. Donc, il y a vraiment un retournement, un décentrement extrêmement important du regard. Et donc, et ce sera mon plan, dans un premier temps, je vais montrer en quoi cette perspective océanique et cette ontologie marine, quelles sont ses conséquences, comment elle éclaire la condition humaine, et je présenterai 3 catégories majeures qui s'ajoutent à celles que j'avais déjà développées, donc l'immersion, la flottaison, la submersion. Ensuite, je montrerai les distinctions entre l'existentialisme écologique et celui du passé, en insistant sur l'intersubjectivité et donc en faisant entrer les
les autres vivants, et là ce sera plutôt les mammifères marins et les poissons qui sont souvent les grands oubliés de l'éthique animale. Et de manière générale, ce qui est terrible dans la mer, c'est que les déchets, le boucan d'enfer qu'il y a en raison du trafic maritime, de ces paquebots parfois qui sont comme des hôtels qui se déplacent, et bien tous les drames humains et animaux et géopolitiques qui se passent en mer sont invisibilisés. C'est pire en fait que ce qui se passe sur Terre parce que nous ne le voit pas. Et donc je parlerai du rapport aux autres vivants et insisterai aussi sur ces présences auditives qu'on trouve dans l'océan. Puis, troisième point, j'insisterai sur la politique et ferai un point sur le passage du droit international de la mer, qui a ses vertus, et quand même des choses tout à fait intéressantes, mais qui restent prisonniers d'une ontologie solide et surtout d'un rapport instrumental qui ne permet pas de limiter la prédation, d'où je parle d'une thalassopolitique, et je finirai par quelques remarques sur le cosmopolitisme. Avant donc d'introduire ma première partie, après cette longue introduction, si je puis dire, eh bien, une remarque sur la genèse un peu de ce livre, un peu étrange. Alors, tout à l'heure, il ne faudra pas me demander pourquoi je ne parle pas précisément de philosophie politique. Je l'ai fait dans Les Lumières à l'âge du vivant. C'est un ouvrage qui a qui est circonscrit. On ne parle pas de tout dans un ouvrage, mais sa spécificité surtout, c'est que j'ai pris conscience moi-même de l'oubli de l'océan. Et du fait que nous étions, beaucoup d'auteurs en philosophie environnementale, un peu obsédés par la condition terrestre. Et j'ai pris conscience aussi de l'oubli de la mer et de l'élément liquide en philosophie de manière générale. Parce que d'abord j'étais, sans doute à cause de cela, en partie j'étais en Hambourg où il y avait, il y a la présence de la mer, mais il y avait surtout une tempête terrible. Mais quand je dis une tempête terrible, c'est que vraiment c'était une tempête terrible. Mais surtout je relisais Rimbaud, le bateau ivre, en essayant d'apprendre par cœur, parce que pour comprendre Rimbaud et les poèmes, moi j'ai besoin de les apprendre. Et je sais pas, ça m'a déplacée, pourtant je l'avais déjà lu, mais bon. Et puis, j'avais relu Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je suis une hugolienne, comme je disais tout à l'heure. Et je me suis dit, mais jusqu'à présent, tu as oublié l'eau, l'océan. Et donc, du coup, ce sont les poètes qui m'ont donné l'idée. Donc ça, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Et ensuite, deuxième chose, dans ce livre, pour la première fois, je fais usage de métaphores. Alors, les métaphores, ce n'est pas de simples images. Paul Ricoeur, dans un livre, La métaphore vive, dit que la métaphore, ce n'est pas une simple analogie, ce n'est pas une manière de mettre des jolies formules sur des concepts qui seraient trop arides, c'est une manière de voir comme. C'est-à-dire qu'à la signification principale du concept s'ajoutent d'autres significations qui vont enrichir la perception des choses, comme si les affects accompagnant ces significations secondaires venaient infuser, pour ainsi dire, dans le concept. Et il y a vraiment, pour moi, ce travail, on dit souvent l'écologie, il y a un problème de sensible, il y a un problème de perception des choses, du fait que même si on le sait, on n'incorpore pas, ou on ne voit pas, ou on ne se transforme pas. Et je m'étais posé la question, surtout à une période où nous avons vécu le choc de ChatGPT et tout ça, comment écrire aujourd'hui alors que tout ce qui a été écrit et qui est très beau, eh bien, ne se traduit pas par au moins une transformation massive, tant au niveau des styles de vie que des structures politiques. Comment arriver à donner une vertu à quelque chose d'énergique, de dynamogénique à nos pensées, comment réconcilier la pensée, l'action, et aussi écrire sans faire des fiches, parce que ChatGPT est meilleur que nous pour ça, mais donc en allant chercher au fond de soi-même. Donc, et donc le style de ce livre, où il y a quand même beaucoup de littérature et quelques métaphores, ce n'est pas une coquetterie, obéie à un changement aussi radical. Et aussi parce qu'il s'agit de parler des ressorts inconscients, donc de choses qui échappent à la maîtrise, comme l'eau.
comme ce dont il s'agit, la mer qui est toujours plus que, qui n'est pas cette étendue bordant nos continents, mais qui peut nous prendre et qui aussi, notamment dans la littérature, mais dans les religions aussi, a quelque chose d'archaïque, quelque chose d'ambivalent, la vie, la mort, la mémoire immémoriale, l'inconscient, etc. Alors donc, les existentiaux ou les structures de l'existence, ou comment l'ontologie marine ou la perspective océanique modifie la compréhension de l'existence humaine. Vous avez vu, l'être et la mer, déjà, d'ailleurs j'ai dû me battre pour imposer ce titre, mais enfin ça on se bat toujours avec les éditeurs, on est habitué. Et c'est vous rappeler que Sartre, il a l'être et le néant. Eh bien justement, mais moi c'est pas l'être et le néant, c'est l'être et la mer. En fait, justement, Sartre, il y a la liberté et la déréliction, la liberté ou le néant. Le néant, et ce néant est tel que justement la liberté, dans ce caractère volontariste du projet sartrien et de la résolution heideggerienne, pour le meilleur mais surtout pour le pire, eh bien c'est presque le volontarisme de Sartre est une manière de compenser la conscience très aiguë qu'il a d'une déréliction totale. Moi, eh bien je suis plus proche de Hannah Arendt au sens où elle part pas du vide, elle part du monde commun qui m'accueille à ma naissance. Ce monde commun, qui est comme une transcendance dans l'immanence. Je peux en faire l'expérience, j'en fais l'expérience finalement tout le temps, mais si je conscientise cette expérience, que je l'intensifie, eh bien ce monde commun qui m'accueille à ma naissance et devrait survivre à ma mort individuelle, il est composé du patrimoine technologique, institutionnel, donc culturel, naturel, tout ce qui existe, qui m'accueille à ma naissance. Ce monde plus vieux, plus vaste que moi, qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, qui fait que je suis son obligé, parce que j'ai au moins l'obligation de le préserver. Vous vous rappelez que chez Günther Anders, la bombe atomique est la possibilité de l'extinction du monde commun. Il reprend ça, Jonathan Schell, mais c'est très proche. Hannah Arendt et Günther Anders sont très très proches sur cette notion de monde commun sans laquelle toute politique publique est borgne. Donc si une politique publique qui n'a pas en vue la préservation de ce monde commun ou la possibilité donnée à chacun de renouveler ce monde commun, ce qui suppose une éducation permettant aux personnes de s'inscrire dans ce monde commun et d'exprimer des œuvres et des actions dignes de durée. Donc c'est très exigeant, ça veut dire que la démocratie est la réponse à la condition engendrée de l'humain, c'est très fort. Mais donc le monde commun, partir de la naissance, de notre venue au monde et de la venue au monde d'être toujours nouveau, différent et imprévisible, eh bien ça veut dire que il n'y a pas l'être et le néant, il y a le fait que nous sommes immergés. Chacun dans un monde plus vieux, plus vaste que soi. Alors Hannah Arendt comme Sartre, ils ont tous lu le père de la phénoménologie, qui est également d'une certaine manière aussi mon père, et bien Husserl, qui lui en parle comme d'un seul intersubjectif commun à tout le monde, c'est-à-dire pour le dire Lebenswelt, le monde de la vie, c'est pas le monde des vivants, c'est en fait pour le dire, vous avez ça aussi chez Uexküll en 1934, dans Mondes animaux et monde humain, quand Uexküll dit la tique ou l'escargot voit pas la même chose que vous. Bon, il y a le même monde, mais chaque vivant prélève une partie en fonction de ses organes perceptifs, en fonction de son interprétation. Et c'est vrai que les sciences elles-mêmes sont des fragments et qui émergent de ce monde commun, lequel est lié aussi au langage, lié au symbole, à tout ce qui... donc en fait, c'est ce sans fond de l'existence, c'est ce monde commun, c'est vraiment ça. Donc c'est pas, d'une certaine manière, de le présenter comme un Boden, comme un sol, c'est dommage de la part de Husserl. Donc moi je le présente comme une mer, comme liquide, comme étant... Et ça, si vous lisez les vagues de Virginia Woolf, c'est vraiment ça, ce sans fond qui n'a pas de fond, qui est un abîme, qui est des abysses, qui est fait de tout ce qu'on a, qui est là, qui existe, les patrimoines naturels et culturels, mais également les récits et l'inconscient. Et donc chacun, nous sommes immergés dans ce monde plus vieux, plus vaste que nous, et nous ne sommes pas tout à fait seuls parce que nous sommes accueillis à notre naissance sur une frêle embarcation,
Donc il n'y a pas cet individualisme qu'on a chez Sartre, mais surtout, moi j'ai voulu insister sur le fait que chaque œuvre, chaque action est une manière d'émerger, de découper un fragment du monde, mais surtout de donner du sens, d'émerger de ce sans-fond. Et on voit bien, et ça vraiment, le roman de mon anthologie marine, c'est les vagues de Virginia Woolf. Pourquoi ? Parce que dans les vagues de Virginia Woolf, d'abord, elle ne commence pas par raconter l'histoire. D'habitude, les romans classiques, c'est un tel, il y a ceci, cela. Bon. Là, c'est d'abord la mer, le vent, les éléments, les oiseaux. C'est ça d'abord. Et ensuite, ce n'est pas un monologue comme chez Proust, mais c'est 7 personnages. Et chacun émerge de ce sans-fond et elle décrit finalement des expériences de dissolution du sujet. Bref, notre identité aussi est plus liquide. Les frontières entre le passé et le présent sont fluides. Et les repères de notre identité sont moins délimités que nous le croyons. Et il y a aussi, on peut subir l'invasion de l'inconscient. Mais chacun essaie de produire du sens, de tracer du sens. Elle a cette image très belle d'une nageoire qui fend cette mer, avec l'idée que, évidemment, et ça c'est ma catégorie centrale, donc immersion, flottaison, qui est une manière, je reviendrai ça, au lieu de parler du projet qui est volontaire, qui n'est de rien, je me crée, ben non, il y a ce monde commun, et c'est beaucoup plus fragile que ne le pense le projet sartrien, mais surtout la submersion, qui est la catégorie majeure de ce livre. La submersion, c'est à la fois le désir, le fait de subir l'invasion de l'inconscient, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur dans la création, comparer l'écriture à une noyade chez Duras, c'est aussi ce que j'appelle encore la transdescendance, c'est-à-dire la conscientisation de mon appartenance à ce monde commun, crée, comme chez Spinoza, dans l'Éthique, livre 5, élargit ma subjectivité. Comme chez Spinoza, la connaissance du tout des interactions avec les autres vivants, cette connaissance a un impact sur mon affectivité, sur mes désirs, sur mes aspirations et sur mon comportement. Et ça, Spinoza le décrit, Hannes, le grand philosophe écologiste norvégien, le traduira en termes contemporains en parlant d'écosophie, comment cette connaissance de mon appartenance à un monde plus vieux, fait d'interaction avec les autres vivants, fait que je ne suis pas un empire dans un empire. Hannes était un grand spinoziste, donc il cite cette phrase du livre 3 de l'éthique de Spinoza, mais surtout, ça élargit ma subjectivité. Alors naissent des désirs nouveaux et s'éteint le besoin de dominer, de m'opposer, d'exercer mon pouvoir sur les choses et mon existence est intensifiée alors même que justement je prends connaissance de ces interactions avec un tout et qui fait que je ne suis qu'un mode chez Spinoza, qu'une petite chose. Mais justement, il décrit bien, et c'est vrai que pour moi, dans mon langage, la transdescendance, c'est cette expérience qui est du monde commun, de transcendance dans l'immanence, cette expérience de l'incommensurable qui donne naissance à la conscience écologique, dans le meilleur des cas. Donc, à la gratitude à l'égard de ce monde qui accueille des êtres nouveaux, qui est plein de beauté, qui éteint le désir de domination et peut faire voir, justement, éprouver même de la joie, pas au sens de la titillation spinoziste, mais au sens d'une plénitude d'être. Mais en même temps, dans cette expérience-là, je me ressens comme provisoire, comme précaire. Et la submersion a une ambivalence, elle aussi. Elle est à la fois cette possibilité d'un ressenti, d'une connexion avec les autres vivants, et elle est à la fois une angoisse, une anxiété terrible liée à, justement, cette terreur de n'être que poussière, ou d'aller un jour d'être une poussière un jour, enfin bref, cette terreur liée au sentiment de sa finitude et qui frappe d'impuissance, voire de nullité. Et ça, c'est très important
car il y a tout un chapitre sur la mort. Les autres existentialistes du passé disaient « La conscience de ma mortalité, c'est la clé pour être plus libre, c'est la clé, et puis beaucoup d'entre nous, moi la première pendant longtemps, je me disais « La conscience de sa finitude, c'est la condition pour assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres à exister, les limites planétaires, comment les apprécier si on n'a pas conscience de ces limites et donc on est dans la toute-puissance et tout ça. » Bon, ok. Sauf que le rapport à la mort est d'abord le problème avant d'être la solution. Si d'abord c'est la terreur de la mort qui domine, qui nous submerge, car elle génère un affect, l'angoisse, qui submerge le psychisme, qui est trop grand pour lui, la tentation première sera, et d'ailleurs Heidegger le dit un peu, zuerst und zumeist, d'abord et avant tout, on fuit. Mais la tentation sera même non pas de fuir la mort, mais de réprimer l'angoisse de mort et le sentiment de nullité qu'elle intensifie. Et cela explique tout un tas de comportements contre-productifs, voire destructeurs. L'addiction à la consommation, le présentisme, le fait de vouloir avoir toujours plus, la polarisation pour éteindre le sentiment d'incertitude, le fait de commuer son impuissance en toute puissance, l'adhésion même à des discours qui font à croire qu'on va, je cite Julien Gracq, baptiser le monde, en finir avec la détermination du sens, se sentir supérieur aux autres. Est-ce que ces comportements ne sont pas des conséquences des stratégies de défense que l'on utilise pour réprimer la terreur de notre finitude? C'est ce que pense un auteur très important, psychologue, qui est mort très jeune, à moins de 40 ans, d'un cancer terrible, qui s'appelle Ernst Becker, dans The Denial of Death. Et ses élèves, ou élèves d'élèves, ont fait des recherches tout à fait intéressantes pour appliquer sa pensée, qui est une anthropologie finalement non freudienne, où il remplace le complexe d'Oedipe par justement le déni de la mort. Ils l'ont appliqué, ils ont fait des études empiriques, je ne vais pas repasser là-dessus, justement sur l'impact de la terreur de la mort sur les comportements non écologiques et sur la polarisation, ainsi que sur le fait de rechercher une immortalité par procuration, parce que soi-même on ne peut pas être immortel, mais on va suivre un chef qui se prendra pour Dieu. Bon, je ne fais pas de dessin, c'est un petit peu notre quotidien. Mais alors ils analysent de façon très précise tout ça, bon, je trouve ça très intéressant, et moi ça m'a beaucoup ouvert les yeux, et donc du coup la submersion est la catégorie qui m'a semblé que je voulais travailler. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa complexité, au lieu de dire, voilà la finitude, la conscience de la finitude, il faut sortir de l'hubris, de la démesure, de la toute-puissance, ben oui, mais justement, c'est que plus on flippe, plus il y a de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Sur l'écologie, mais aussi sur la politique, la géopolitique, ben ça réactive notre angoisse de mort. Et cette angoisse de mort étant réactivée, ça réactive aussi, ça pousse encore plus à adopter ces stratégies de défense, parce qu'on cherche à se sauver, à ne pas angoisser trop, hein, parce qu'on est tous perdus. Hein. Et en plus, nous sommes dans une société, alors ça, Ernst Becker le disait, où pour la plupart d'entre nous, la religion n'accompagne plus cette angoisse de mort, parce qu'évidemment, elle l'accompagnait tellement que vous osez croire qu'on aurait une vie après la mort. Et puis, comme un peu mes grands-parents, hein, catholiques bon teint, eh bien, il y avait cette idée qu'un comportement humble, eh bien, permettait d'être rétribué un jour. Donc, du coup, toutes les frustrations qu'on avait ici-bas, bon, ben, ça passait, quoi. Or, on n'accompagne pas ça. Alors, comment faire? Parce que moi, ma grande angoisse, maintenant, c'est ça. On sait à peu près tout ce qu'il faudrait faire, mais on n'y va pas. Comment y aller? Moi, je suis obsédée par Adorno, encore un juif allemand déprimé, mais j'y peux rien. Et dans Erziehung nach Auschwitz, éducation après Auschwitz, première phrase, hein, l'exigence, Forderung, l'exigence de toute éducation doit être en premier lieu de faire en sorte qu'Auschwitz ne soit pas possible, ne soit plus. Auschwitz étant à la fois un événement ayant eu lieu et un peu le chiffre de la barbarie. Hein,
C'est une réflexion, parce qu'Adorno, qu'est-ce qui se dit? Et c'est au point de départ de tout La démocratie sans emprise que j'ai écrit dans cette espèce de fièvre, d'angoisse. Eh bien, comment justement faire en sorte parce que si vous voulez, ce que disait Kant, l'autonomie, le projet d'émancipation individuelle et collective, il est aujourd'hui compromis. Il est plus difficile que de me penser Kant, et il est plus difficile que de ne penser nos maîtres. Parce que la pensée, l'esprit critique, ça ne suffit pas. Il faut non seulement exercer son esprit critique, mais il faut aussi repérer, il faut aussi comprendre les ressorts inconscients qui peuvent nous rendre vulnérables aux solutions totalitaires et autoritaires du politique. Et vous savez à quel point Hannah Arendt, d'une part, mais également Adorno, qui avait conduit des études empiriques sur la personnalité autoritaire aux États-Unis dans les années 50, et les auteurs que je cite là, ses amis, Leo Leventhal et Norbert Guterman, avaient fait des enquêtes empiriques pendant longtemps et décrypté tous les discours de ceux qu'ils appellent les prophètes du mensonge, mais surtout, ils avaient dit que ce qui nous rendait vulnérables au discours néofasciste, on pourrait dire, à l'antisémitisme, à tout ça, c'était le sentiment de ne plus faire l'expérience du monde. Hannah Arendt dit de plus avoir un rapport spontané au monde commun, dans Human Condition, et dans le 3e tome des origines du totalitarisme, qu'elle appelle l'expérience de la loneliness, de la désolation. L'humain se sent superflu, il se sent nul, substituable, remplaçable. Et il est vrai que ce n'est pas un simple sentiment, c'est le produit des structures socio-économiques, de ce qu'on appelait le capitalisme tardif, après le capitalisme bourgeois des droits de l'homme, le capitalisme tardif du XXe siècle, où il y a ces grandes structures qui n'est plus les entreprises paternalistes, c'est plus la technicisation du monde. Tout ça, ça crée un stress énorme sur les individus qui se sentent superflus, remplaçables, nuls, et aussi qui ne font plus l'expérience du monde. Ils comprennent plus ce monde. Il leur échappe. Ils se sentent un pion anonyme dans un système qui les broie. Et cela est le danger premier. Parce que ça rend vulnérable aux discours qui vont faire croire que justement on peut restaurer la grandeur nationale et donner un sens. Cela va aussi, cette fragilité, ce sentiment de nullité, et je l'écris dans La démocratie sans emprise au départ, eh bien sera utilisé par ce que Leventhal et Guterman appellent les prophètes du mensonge, qui pratiquent, disent-ils, une psychanalyse à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu que les êtres mettent des mots MOTS sur leurs mots, MAUX, pour essayer de se débrouiller et de voir un peu mieux ce qui les chahute, eh bien, le malaise social, terme repris à Freud, Unhagen, eh bien, ce malaise social qui a plusieurs causes objectives, socio-économiques, eh bien, au lieu d'aller chercher ces causes multiples, objectives, et d'essayer de trouver des réformes pour réparer un petit peu ou contrecarrer ces problèmes, y remédier en tout cas, eh bien, ils vont détourner l'attention des personnes de la recherche des causes, ces malaises, vers la désignation de coupables, et comme poussant les gens à gratter la plaie, attisant le malaise sans le créer, mais en l'intensifiant et en le figeant, eh bien les êtres vont décharger leur agressivité sur des cibles qui incarneront un déclassement dont ils ont peur. Alors, les minorités, les étrangers, sont des cibles toutes désignées pour soulager momentanément ce malaise qui est réprimé. Donc toujours pareil, une des conditions de l'autonomie, de la liberté politique, l'émancipation, c'est donc de repérer ces ressorts inconscients qui peuvent nous jeter dans la folie, dans la crue, les crues orgiaques, disait Patochka, des folies à plusieurs, ou narcissisme collectif, pour parler comme Heinrich Fromm, encore un philosophe de la théorie critique. Et comment ça c'est aussi sur
ça pousse sur un terrain de fragilité psychique, mais ce n'est pas seulement psychologique, c'est évidemment que ce psychisme est le résultat de facteurs économiques ou de transformations socio-économiques qui font peser un stress énorme sur l'individu et qui modifient en profondeur la vie sociale, les conditions de travail. À cela s'ajoute l'accélération au sens de Beschleunigung, de la Rosa, du fait qu'il y a un flux, une accumulation et une désynchronisation entre les individus, mais également entre l'économie où il faut aller encore plus accumuler, produire, et la politique où il faut du temps pour délibérer. Donc, cela conduit à une situation où on pense que la démocratie ne sert à rien, que les politiques ne servent à rien non plus, et ce sentiment d'impuissance peut être utilisé par, évidemment, des prophètes du mensonge, dont, d'ailleurs, les programmes économiques et politiques sont très pauvres, mais qui vont, avec un discours désinhibé, eh bien, s'adresser à l'inconscient des individus en s'adressant aussi à des instincts sadiques, à des sentiments refoulés. Donc il y a tout ça qui effectivement, dans les ressorts, pour comprendre pourquoi nous allons si souvent dans le mur et travaillons si souvent contre nos propres intérêts, une lecture seulement rationnelle ne suffit pas. Une lecture seulement sociologique, mais qui ne prend pas en compte ces ressorts inconscients, ne suffit pas. Et bien sûr, une lecture seulement psychologique ne suffit pas, puisque, comme je le dis plusieurs fois, les structures psychiques et les structures sociales sont imbriquées les unes aux autres. Alors, donc ça, je le développe un petit peu dans L'être et la mer, mais surtout pour la question politique dans le livre « La démocratie sans emprise ». Mais vous voyez bien que c'est lié parce que, bon, depuis des années, Agnès, Yves et tant d'auteurs français, étrangers, il y a plein de noms, eh bien, on amène un projet politique. Et moi, là, c'est pas un projet politique, L'être et la mer. Le livre où j'ai écrit le plus projet politique, même au niveau d'une repenser la démocratie, c'est Les Lumières, l'âge du vivant, mais et on voit bien qu'on n'en prend pas trop le chemin en ce moment. Donc il faut comprendre pourquoi d'autres forces sont si fortes aujourd'hui. Et comme disait Bourdieu, si on n'a pas le bon diagnostic, on ne trouvera pas les bons contrepoids, les bons remèdes. Et aussi, un projet écologiste et humaniste pourront, tout à l'heure j'expliquerai pourquoi je le dis, mais un projet écologiste ne peut pas arriver comme un cheveu sous la soupe. Comme certains qui disent « on va faire du vélo et on va, là on nous traitera de bobos. » Et ça ne passera pas. Il faut, pas réparer, mais il faut travailler le terrain sur lequel, justement, un terrain qui peut rendre l'écologie désirable. Et alors ça, lui, Hans Becker, il pense... la religion, tout ça, moi j'évite. Mais je pense non plus que l'écologie comme récit suffit pas, parce que le récit, qui le fait ? Qui va se dire, je prends le point de vue de Dieu et j'ai mon récit ? Non, je crois qu'il y a plusieurs approches. Mais il y a quand même, moi je m'étais dit, l'existentialisme écologique, c'est quand même cette idée d'une lucidité, d'une prise de conscience de notre ambivalence et de ces ressorts inconscients qui sont souvent négligés et qui font qu'on ne comprend pas pourquoi l'écologie, en particulier aujourd'hui, n'est pas très désirée, tout en étant pourtant correspondant pourtant à des attentes. Alors, donc ça, c'était, j'ai un peu anticipé, mais que ça m'a permis de faire le lien entre ces deux ouvrages, l'un, L'être et la mer, étant plus académique, l'autre pour un grand public, mais il y a quand même un lien sur la question de la submersion, à la fois positive, à la fois négative. Donc j'arrive à un deuxième point, si on considère que ce que j'avais dit au début sur l'existentialisme était une grande intro. La question de qui est autrui ou de l'anthropocentrisme des philosophes du passé, y compris des existentialismes. On pourrait accepter Merleau-Ponty, qui en plein existentialisme, en 1947, Structure du comportement, lance l'animal est une autre existence. C'est-à-dire, c'est pas un simplement vivant, et il configure le monde, il a un comportement, il a
il donne du sens, hein. Il a une intentionnalité, c'est une conscience, même si elle n'est pas représentationnelle. L'animal n'est ni de droite ni de gauche, comme ça on est tranquille, mais il y a quelqu'un derrière la fourrure, les plumes et les écailles, tout ce que vous voulez. Alors, donc c'est vrai que moi j'ai voulu aussi, l'existentialisme écologique n'a pas le même climat, si je puis dire, la même tonalité que l'existentialisme classique, en particulier celui de Sartre, où la relation avec autrui est quand même liée à un conflit de reconnaissance et à ces deux libertés qui s'affrontent. Et comme chez Hegel. Et c'est quand même le conflit qui est très structurant, même chez d'ailleurs Beauvoir. Moi, au contraire, eh bien, autrui, il est pas seulement haute liberté, il est souvent faim, soif. Au commencement était la faim, F-A-I-N, dit mon maître Lévinas, parce que quand même c'est lui mon maître. Eh bien, mais surtout, cet autrui, c'est l'autre animal, l'autre existant, énigmatique, dont je fais jamais le tour. Et si j'en fais jamais le tour, c'est qu'il est au-delà de ma capacité, et c'est donc qu'il me dit tu ne tueras point, puisque je peux pas, il est une transcendance, et je ne peux pas en faire ce que je veux, c'est pas un objet. Mais plus précisément, j'ai, en lisant Anita Conti, qui rencontre un squale et qui dit finalement le rapport aux animaux, même un squale, il ne me fonce pas dessus, il est à côté de moi, il est curieux, mais indifférent, et il part dans son coin. Il y a plusieurs modalités du rapport avec les autres vivants, avec les autres existants, que sont les animaux. Et moi, partant en mer, j'ai voulu voyager dans les profondeurs, pas seulement donc en découvrant les ravins, les profondeurs des abysses, les créatures extraordinaires qui habitent dans des conditions qui nous sembleraient terribles et inhospitalières, mais qui pourtant habitent et dont certaines espèces, au moment où on les découvre, elles vont peut-être disparaître. Mais j'ai voulu aussi décentrer aussi notre perception. Et je vous ai dit tout à l'heure, la phénoménologie, c'est un courant que j'aime beaucoup, et c'est un courant qui a aboli, avant Descola et les autres, la distinction nature-culture, sujet-objet. Il n'y a pas un sujet et un objet, un Gegenstand, quelque chose qui est devant moi. Le sens est une rencontre entre une conscience et les choses. Et la conscience lève un voile sur le monde qui est un, et si on se met devant la télé avec son chien, on ne voit pas tout à fait la même chose, l'escargot ne voit pas la même chose que nous, etc. Mais ce que je trouve que même les phénoménologues qui accomplissent la ruine de la représentation en travaillant sur, comme moi, l'alimentation, chez Lévinas, sur une sensibilité dans sa dimension pathique, au sens où c'est pas seulement une perception d'objet, il y a les sensations dans leur richesse. J'ai voulu travailler, non pas, si vous voulez, la phénoménologie, c'est une manière aussi de sortir du visualisme. Souvent, la philosophie a été prisonnière du prisme de la vision comme modèle de la connaissance, et la vision nous met à distance des choses, on les voit, on les mate, on les met à distance. Au contraire, dans l'eau, on ne voit pas bien, nous on ne voit rien, mais surtout, l'ouïe, les sons voyagent très vite, et il y a des présences auditives que désormais, grâce aux hydrophones, on peut entendre, qui ne sont pas des chants, entre guillemets, réductibles à l'instinct. Il y a d'autres vivants, et ces manières de peupler l'océan sont tout à fait intéressants, et le rapport là aussi, quand on réfléchit ou qu'on se rend compte aussi du boucan d'enfer que les bateaux, mais aussi que l'utilisation, les sous-marins et tout ça, tout ce qu'ils font et qui perturbe énormément les mammifères marins qui pratiquent l'écolocalisation, on se rend compte à quel point nous ne sommes pas seulement des êtres dans la prédation qui prélevons toutes les, entre guillemets, ressources halieutiques et qui raclons les fonds de l'océan, mais nous dérangeons ces êtres extraordinaires qui, si vous rencontrent, vous scannent. Et donc du coup, il y a aussi
Et là aussi, les autres vivants, bien sûr, il peut y avoir un rapport de prédation. Je rappelle ce que les écoféministes savent, c'est ce passage de Val Plumwood qui raconte l'épisode où elle faisait du canoë et où elle a failli être mangée par un crocodile, où elle s'est vue elle-même nourriture pour un autre vivant, renversant la perspective, et pourtant Dieu sait si elle avait depuis de longues années travaillé sur le décentrement du regard, mais là elle l'a vécu. Mais la prédation où je suis réifiée et vue comme un objet, c'est finalement assez rare la plupart du temps, le rapport aux animaux, et comme je disais tout à l'heure, d'indifférence, de peur, ils nous fuient, ils ont raison, ou de curiosité, ou de compagnonnage, et en tout cas, ce décentrement du regard, il est encore plus grand quand on va au fond de l'océan, où là, il y a des vivants, des poissons luminescents, qui clignotent, quoi. Et bref, donc c'était ça aussi très intéressant, et j'ai travaillé sur le son qui est un sens de l'immersion, qui est justement, qui abolit ce dualisme, ou cette tentation de mettre à distance, etc. Bon, donc du coup, ça c'était vraiment un moment intéressant pour dire que, encore une fois, il y a un monde, mais chaque vivant prélève quelque chose de ce monde et ajoute, dévoile une couche du vécu, et c'est ça la diversité. Et c'est ce qui faisait dire aussi à Merleau-Ponty que l'universalisme n'était pas hégémonique d'une raison qui prendrait le point de vue de Dieu et où on écraserait les autres vivants, on les interprétait, on les verrait à l'aune de nos propres qualités, mais c'est plutôt un universalisme latéral où chaque vivant, qui compose le monde, l'éclaire d'une certaine façon, et nous n'en connaissons pas grand-chose. Mais c'est vraiment le passage le plus important, un des passages les plus importants avant d'en venir à la partie politique et cosmopolitique, c'est, je l'ai anticipé tout à l'heure, la question de la mort. Le déni de la mort, bon, c'est vrai que, comme Derrida disait, il faut s'interroger sur ce que ça veut dire pouvoir mourir. Qu'est-ce que la mort fait à la vie ? Et c'est vrai que là, force est de constater que l'humain est suffisamment, même très jeune, c'est qu'il va mourir, mais que nous avons tendance à fuir, à réprimer cette idée. Et surtout, la grande question, moi, que je propose, que je pose, c'est comment faire de la conscience de la mort l'école de la sagesse, de la considération. Et non seulement j'en parle sur le plan, et ça rejoint toute la réflexion sur la négativité. Aujourd'hui, la conscience, la possibilité de notre impossibilité, c'est-à-dire le réchauffement climatique, ce qui se passe aujourd'hui au niveau climatique, c'est un coup psychique énorme. C'est-à-dire que c'est la possibilité non seulement de notre impossibilité, d'une menace non seulement pour nous, mais pour les générations à venir, pour l'humanité, pour les autres vivants, mais c'est aussi accepter de regarder tout ce qui a failli dans notre modèle de développement, et ça souligne la précarité de notre civilisation. Il ne faut pas s'étonner que les gens n'arrivent pas à reconnaître ça, parce que c'est très lourd. Pour le métaboliser, il faut du temps. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'éducation aussi, sur la capacité donnée aux êtres. C'est quoi être mûr aujourd'hui, être éduqué à la maturité, Erziehung zur Mündigkeit, qui est l'objet de Kant, quand il dit qu'est-ce que être éclairé. Aujourd'hui, c'est non seulement être conscient des ressorts inconscients et de ce qui nous rend vulnérables ou perméables aux solutions autoritaires et pouvoir, mais c'est aussi arriver à traverser la négativité sans refouler. Parce que le problème de la souffrance extrême, chaque Leiden, souffrance, est une Urleiden, est un trop souffrir. La souffrance est un excès. Le désespoir est un excès qui, dans sa dialectique destructrice, comprend la possibilité d'une inversion de la souffrance en tyrannie du bien, ou en destruction, ou en autodestruction. Donc, comment arriver à éviter à la fois
tout va très bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire un optimisme qui est le masque du déni, et une négativité qui peut aboutir à la destruction, voire au suicide. Parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Le désespoir contient ce Kierkegaard, grand-père de l'existentialisme, a bien compris. Et que l'humain, en plus, est un être qui a besoin de nécessité, mais de possible pour respirer. Car s'il n'y a pas de possibilité de configurer un peu l'avenir, de voir que l'avenir n'est pas la simple répétition du pire, alors il est tout. Et l'oppression psychique, ça conduit à une extinction de soi, mais ça conduit au niveau collectif. L'absence d'avenir conduit à des monstres politiques. Parce que c'est utilisé, comme le savaient les très grands philosophes juifs allemands qui ont vécu ça et qui le disent. Alors du coup, comment, et justement l'idée c'est d'apprendre à traverser la négativité. Alors peut-être certains connaissent l'éco-psychologie, il y a des pistes, mais en tout cas il y a un travail à faire. Nous ne pouvons être que stupéfaits et stupéfaites par la carence de notre éducation aujourd'hui, alors que nous avons ces grands dangers et aucun moyen psychique donné aux individus à traverser ces grands tourments qui se posent à nous. Et pour la première fois de l'histoire, considérer qu'on n'a pas été bon et que nous détruisons nos paysages. Et comment accompagner ça et sans en faire quelque chose, ou pour nous animalistes, c'est-à-dire quand même une conscience totale, constante, chaque seconde, être avec eux, avec leurs viscères éclatés dans les abattoirs. Comment, après ça, revenir au monde sans avoir envie de se jeter dans la Seine, ni de désigner l'autre humain comme une horreur, hein. Parce que la haine de l'humanité est un piège. C'est terrible de voir qu'il faut à la fois être conscient de la destructivité de l'humain et nourrir en soi un peu l'amour de l'humanité sans lequel aucun projet démocratique n'est possible. Ça, évidemment, la grandeur, il faut être grand pour le dire. Hannah Arendt, dans Conclusion, en guise de conclusion à ces 3 tomes des origines du totalitarisme, elle qui disait à son ancien maître Gaspers, j'ai mis tellement de temps à aimer le monde, mais plus tard, maintenant je vais écrire Amor Mundi, hein, elle dit ça, et elle dit, la modernité aura le choix entre la gratitude et le ressentiment. La gratitude est toujours, et c'est ce qui a donné le sens de la puissance du féminin, qui s'adresse aussi aux hommes, c'est toujours la gratitude pour notre condition humaine, pour un monde qui rend possible l'accueil d'êtres nouveaux, imprévisibles, parfois dérangeants et différents. Donc ça, c'est très profond. Alors, comment aujourd'hui, eh bien, non seulement au niveau de l'éducation, mais aussi politiquement. Qu'est-ce qu'une politique de la sobriété ? C'est une politique qui part, c'est très Günther Andersien, de la finitude du monde, de la possibilité de notre impossibilité et du délai, c'est-à-dire du fait que le temps pour bien agir est compté. C'est partir de la limite, c'est partir de la fin, de notre finitude, notre mort, mais de la finitude du monde et de la finitude du temps. Et c'est donc à partir de là, décider ensemble des renoncements, du fait que les choix sont plus devant des illimités. Alors que nous, on a été élevés avec l'idée que les choix étaient illimités. Donc, mais partir des renoncements à décider d'ores et déjà, parce que si on ne le fait pas, ils seront imposés aux plus fragiles et ils seront imposés par la coercition. Donc, c'est ça. Donc, loin d'être une horreur, la prise de conscience de la possibilité de notre impossibilité, de la catastrophe, peut être l'occasion d'un inventaire pour voir ce qu'il faut préserver, voire renforcer, ce qu'il faut supprimer, et comment, et avec quel délai, et c'est la question du suffisant. Moi, j'ai été émerveillée par le petit texte court de André Gorz. Là, on parle souvent de sobriété, et parfois on peut faire penser que c'est un discours ascétique. Or non, qu'est-ce qui est suffisant à votre vie ? C'est-à-dire qu'il a rempli, qui lui donne une suffisance, c'est-à-dire une grâce. Donc c'est ça ces questions, et Gorz c'est l'homme de l'autonomie, c'est l'homme de la critique de l'hétéronomie. La plupart de nos désirs sont le désir des autres et sont préfabriqués par la pub et tout ça. Donc il y a l'idée aussi d'une réflexion, d'une réflexivité très intense, d'une liberté très grande, intérieure,
et aussi d'une réflexion collective nécessaire sur les renoncements acceptables et sur le suffisant. Et si on a comme horizon le monde commun, ça veut dire que la créativité est à préserver, à renforcer cette capacité de chacun à être cette promesse de renouvellement du monde qu'il est par sa naissance, mais que dès la naissance on broie, et dans le système scolaire universitaire on casse, mais aussi arriver à voir ce qui est suffisant, ce qui comble sa vie, la question de la vie bonne, avec et pour les autres dans des institutions justes, comme disait Ricoeur. Donc, en fait, surmonter le déni de la mort, mais sans imaginer un récit qui serait le récit de qui, hein, et vivre l'effondrement du sens, comme Patočka qui parle de responsabilité négative, de liberté dans la dissidence, c'est-à-dire vivre l'effondrement du sens, ne pas chercher à se rassurer à partir de repères solides, mais au contraire de l'expérience partagée de l'effondrement du sens, pour justement la solidarité des ébranlés, pour à partir de là le chercher. Et il n'est jamais spectaculaire, mais le proposer. C'est ça l'attestation, et là encore, je crois que ça enrichit, en tout cas ça complète, ou en tout cas ça va dans le même sens que tous ceux qui parlent de politique de la sobriété, mais plutôt que de... Alors, moi j'ai quelques réserves sur les planifications, bon, mais en tout cas, pourquoi pas? Mais en tout cas, je crois que même s'il y a planification, les planifications peuvent être des solutions, mais il ne faut pas éteindre cette... possibilité de faire de l'écologie un projet d'émancipation individuelle et collective, mais à condition d'ajouter quand même un certain nombre de choses à ce que les anciens philosophes des Lumières ou Kant appelaient autonomie, émancipation, puisqu'il y a des obstacles majeurs à l'autonomie, à l'émancipation, et qu'il y a des demandes, des requis nécessaires qui sont très exigeants. Pas en termes de connaissances et de compétences, mais surtout en termes de connaissance de soi et de connaissance de la complexité humaine et des ressorts inconscients qui nous rendent vulnérables au pire, mais également apprendre à traverser le négatif pour faire justement de la conscience de la finitude, de la fin possible, l'occasion d'un projet assez constructif finalement. Car le déni des réels, pour moi, se construit sur ce déni de la mortalité et de la finitude, sur le fait de réprimer son sentiment d'impuissance et de chercher à tout prix des solutions, et c'est ça qui nous conduit dans le mur. Mais je crois que nous, écologistes, nous gagnons à mieux comprendre pourquoi c'est si dur pour presque tout le monde de vivre aujourd'hui, sans réprimer cette conscience de danger majeur, et comment ce désir de se sauver nous perd, pour ainsi dire. Mais voilà. Donc ça, c'était un moment important de mon livre. Alors je finirai par la question du droit international de la mer et la thalassopolitique. J'ai lu beaucoup des textes juridiques sur le droit international de la mer, qui a pour cadre ce qu'on appelle le CNUDUM, qui est entré en vigueur dans les années 90, qui est quand même intéressant, notamment l'article 136, j'ai fait une erreur d'ailleurs à un moment dans le livre, j'ai mis 126. Mais c'est l'article 136 où, vous savez, on a la mer, bon, il y a les zones économiques exclusives qui font environ 300 km des rivages où chaque État fait un peu ce qu'il veut. Bon, souvent, il pêche beaucoup. Mais après, il y a la zone. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de soustraire la zone, la haute mer, déclarée patrimoine commun à l'humanité, de la soustraire à la juridiction exclusive des États. Alors on pouvait dans un premier temps applaudir en disant, ben voilà, la haute mer ne serait à personne, et bien chacun, voilà, se serait préservé. Bon. Sauf que la haute mer, elle est tellement... le droit international de la mer est plein de contradictions. D'abord, dans les faits, si un bateau bat pavillon dans un État, même s'il est français, où il n'y a pas de droit du travail, il pourra embaucher une femme de ménage et la payer 3 euros par jour.
s'il fait du dégazage en pleine mer, ça sera très difficile à punir. S'il fait près des côtes, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a une fragmentation du droit. Mais surtout, même si en 2023, il y a eu la création d'aires marines protégées et un texte de loi tout à fait intéressant qui atteste le désir de faire de l'océan, si vous voulez, ça atteste la conscience d'un impératif écosystémique. De tout ce que nous devons à l'océan et du fait de le protéger. Ça, c'est vrai. Mais, comme toujours avec le droit, on le sait pour les animaux, eh bien, dès qu'il y a une bonne idée, il y a plein de dérogations. Et comme par hasard, au même moment où il y avait cette loi de 2023, eh bien, il y avait énormément de dérogations pour piller les fonds marins qui ont des ressources, entre guillemets, à la fois pour les sciences et pour les technologies, très importantes. Autrement dit, moi, de manière générale, j'ai fait la genèse du droit international de la mer, rappelant ce qu'il devait à Grotius, qui disait « la mer est à personne, c'est comme un animal, elle bouge tout le temps, donc elle a personne ». Sauf que lui, il disait, pour des raisons commerciales, c'est pour faire que les bateaux portugais puissent avoir l'accès maritime pour pouvoir vendre des épices, etc. Et cette idée, vous voyez, d'une juxtaposition entre un impératif écosystémique pas suffisamment précis et une philosophie de la mer qui fait encore de l'océan un instrument à exploiter, donc à surexploiter, eh bien, est reflétée par le droit international de la mer. C'est-à-dire que le droit international de la mer reflète les contradictions de l'humain, qui dit « Ah, il faut vraiment le protéger, on lui doit tout, il a des services écosystémiques, il faut le soustraire à la prédation humaine, et en même temps, cette prédation humaine, oui, mais c'est le commerce, c'est la guerre et tout ça, bon voilà. » Sans parler du fait que on sépare un peu ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe sur mer, parce qu'on est encore prisonnier de cette ontologie, cet imaginaire terrestre et territorial qui met des frontières partout, qui quadrille l'océan, et on croit que nos déchets s'arrêtent chez nous. Non, tout ça, il y a des gires, il y a des poubelles entières, etc. Et même l'impératif écosystémique de la CNUDUM, il est très vague. D'où un de mes collègues à qui il avait dit il faut au moins le définir de manière plus précise en disant qu'on ne va pas protéger l'océan seulement pour en donner à chacun, en veillant à l'équité, mais au-delà même de l'usage partagé de l'océan. Bon, mais moi, j'invite finalement à pulvériser tout ça, parce que je crois que le droit, évidemment, est fondamental, mais au lieu d'en rester au simple vocabulaire du droit, je suggère je dis que le droit, il reflète ces contradictions parce qu'on manque d'une ontologie marine, c'est-à-dire d'une perspective océanique ou qui repose sur l'unicité de l'océan et sa préséance sur les mers. C'est pourquoi je propose de passer du droit international de la mer à la thalassopolitique, où on part en mer, où dans toutes nos politiques publiques, la mer est première et centrale. On intègre le souci central de l'océan dont nous vivons et qui est la condition de notre existence, dans l'alimentation, dans les industries, dans la gestion de l'eau, et on ne sépare plus jamais ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe sur mer. Plus jamais. Donc là, le monde est un, mais ce n'est pas un bloc de granit. Mais on a toujours du mal. On pense toujours, nous, en termes de frontières, on a du mal à penser les brassages. On a du mal à penser, justement, ce qui est fluide. Parce qu'on est prisonnier de cet imaginaire terrestre et territorial qui fait un avec le vocabulaire de la souveraineté, voire de la guerre, et du moi contre toi. Et du coup, et c'est vrai que quand on pense l'unité de l'océan, l'unicité de l'océan, eh bien, on pense l'unité de l'humanité. Et le monde est comme un archipel. Les pays sont comme des îles
Et le monde, l'archipélisation du monde, terme qu'on trouve chez Édouard Glissant, dans le tout monde, c'est l'idée qu'il y a une unité sous-marine entre nous, et des îles, il y a une unité, une diversité des cultures. Mais le monde est un, c'est pas un bloc de granit, mais nous avons des terres émergées, des cultures, des îles, et voyez que l'unicité, la perspective océanique invite à repenser le cosmopolitisme à la lumière de cette idée d'une archipélisation, c'est-à-dire qu'on ne gomme pas la diversité des cultures et des spécificités, mais l'unité sous-marine est fondamentale, l'idée d'un naufrage commun aussi, et l'idée aussi l'idée des mélanges. Vous vous rappelez, c'est lui qui disait « je donne au monde, j'offre au monde la créolisation », c'est-à-dire l'idée de mélanges qui sont les résultats inattendus de nos mélanges, y compris des mélanges entre des pays autrefois opposés avec un dominant, etc. Donc qui aboutit aussi à dépasser les crispations identitaires qui saturent l'espace public partout. Alors du coup, vous voyez, c'est donc à quel point peut partir en mer, c'est faire un voyage extraordinaire à la verticale, avec ses hôtes vivants, mais également en soi, prendre la mesure de notre complexité, de l'abîme que nous sommes pour nous-mêmes, de l'abîme et des abysses, et ce décentrement du regard et rénove les choses. Il n'y a pas dans ce livre, c'est pas un livre de politique, n'attendez pas à cela, c'est pas ce que j'ai fait, mais cette perspective océanique était un voyage. Et en conclusion, je dirais que de la conscience aiguë de notre déréliction, du courage consistant à regarder en face la situation dans laquelle nous sommes, et encore une fois qui menace pas seulement notre vie, mais celle de nos descendants, de l'humanité, des autres vivants, et souligne la précarité de notre civilisation, de tous nos édifices merveilleux, donc qui changent aussi l'horizon qu'on peut avoir, de ce qu'on peut laisser, eh bien l'existentialisme écologique fait une force. Il fait une force de ce chaos-là. Il fait de ce chaos-là, de ce désespoir, l'occasion d'une transformation personnelle et collective. Et là, c'est pourquoi... Mais évidemment, le mot émancipation, il est usé, comme beaucoup de mots. Mais là, vous voyez, je crois, à la lumière de ce que j'ai dit, tout ce que ça demande aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur le fait que, pourquoi j'ai repris l'existentialisme. C'est vrai que c'est assez peu fréquent d'associer non seulement les Lumières, mais l'existentialisme à l'écologie. Parce que, moi, je suis... justement, j'insiste beaucoup sur ce qui nous lie aux autres vivants. Et j'ai deux vies, j'ai une double vie. Il y en a une qui est toujours avec les animaux. J'y peux rien, c'est comme ça. Je le regrette presque parce que ça ajoute à l'angoisse. Mais en même temps, pour moi, l'humain a un surcroît de responsabilité. C'est quand même lui qui détruit. C'est lui qui peut faire. Et surtout, j'ai toujours voulu, moi, parce que je sais que c'est quelque chose que Agnès voulait me poser, mais on en parlera, ne pas exiler l'écologie. Ne pas la mettre loin de l'existence. Pour moi, l'écologie, comme chez Guattari, elle a trois sens, il y a trois écologies. C'est environnemental, puisque le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, elle est sociale, c'est partager, non pas les ressources, mais ce que j'appelle moi les nourritures, en soulignant ce dont je vis, qui a une beauté et qui nourrit aussi ma vie, qui n'est pas seulement instrumentale, mais aussi c'est une dimension existentielle et subjective. C'est lié vraiment à ma manière de me penser. Et ça, c'est aussi le message d'Agnès à sa manière. Et donc, du coup, quelle philosophie de l'existence pour notre situation écologique et politique aujourd'hui ? Voilà, c'est ça que je voulais. Avec l'idée aussi que l'existentialisme, qui me plaisait beaucoup, c'est que c'était un mouvement qui associait la littérature, la philosophie, et qui avait une certaine énergie. À l'époque, les gens mangeaient existentialistes. Il y avait quelque chose d'entraînant, quoi. Et moi, je rêvais déjà avec les Lumières, mais j'ai totalement échoué, en tout cas ici, je pensais à un courant. Je me dis, ce qui nous manque, c'est notamment pour bon, excusez-moi l'expression, c'est un gros mot, mais les forces progressives, où c'est l'énergie. Le chic aussi, le côté un peu, qui... Et l'existentialisme avait ça, cette puissance dynamogénique, quoi. Faut voir ce que c'était à l'époque, ça associait la pensée, le vécu, le style.
Le style, c'est tellement important. Hein, quand il n'y en a pas, franchement, il faut arrêter, quoi. Hein. Et voilà, du coup, et surtout aujourd'hui, à l'ère de ChatGPT, on peut faire des fiches insipides sur beaucoup de choses. Là, et je me disais, voilà, il nous faut aussi quelque chose qui ne soit pas seulement militant ou on pointe du doigt les défauts des autres. Il y a l'idée de comprendre aussi la difficulté spécifique et parfois presque invisible que nous avons, que tous plus ou moins, et qu'ont aussi beaucoup des gens qui ont un métier où il n'y a pas la passion. La majorité des gens se sentent un peu perdus, voire nuls. Et pourquoi? Et c'est ça qui est si facilement exploitable pour vendre des gadgets, des merdes, et pour manger mal, pour ne pas voir ce que nous savons, ne pas voir la souffrance animale, et se jeter dans des discours fascistes, quoi. Alors, donc, du coup, alors je vais finir par un poème de Paul Valéry, qui est le cimetière marin, donc à Sète, hein, et qui est une méditation sur la mort, sans arrière-monde, dans sa dureté, hein, il dit qu'il y a des insectes, ils grattent et tout, mais qui finit très bien. Et donc, alors je lis la fin. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, ô puissance salée, courons à l'onde en rejaillir vivant. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Je vous remercie. Magnifique.